Sacha Houlié, c'est le remaniement, évidemment, qui est à la une évidemment, de tous les journaux ce matin. Il y a des tiraillements, semble-t-il, dans la constitution de ce gouvernement. Alors, dans cette configuration, qui est députée, vous considérez que c'est plutôt, à ce moment-là, la prérogative ou la faute du Premier ministre ou du chef de l'État? Il y a tiraillement. Il y a une attente légitime que les personnes qui étaient en poste, à savoir Gérard Collomb, soient remplacées. Pour autant, vous avez vu le Premier ministre hier sur le terrain avec des policiers et des annonces qui ont été faites parce que les policiers ne sont pas abandonnés, c'était la police de sécurité du quotidien, avec des quartiers de reconquête républicaine, avec des équipements renouvelés, avec des postes qui font l'objet d'augmentations comme jamais ça n'était fait. Jamais ça n'était fait. 10 000 postes de police en plus, et tout ça pour rattraper le retard qui avait été pris entre 2007 et 2012, avec de nombreuses suppressions dans la police, retard entrepris d'être rattrapé sous François Hollande, mais avec des services de renseignement qu'il fallait rééquiper. La question qui se pose aujourd'hui, on attend, d'accord, mais combien de temps on va attendre? Et puis, pourquoi est-ce que c'est si long? Alors, bon, qu'est-ce qui coince vraiment en coulisses? Il s'avère que dans ce qui a fonctionné ces 15 premiers mois, il y a des enseignements à tirer. Et donc, beaucoup de ministres, si j'en crois le communiqué de l'Élysée d'hier soir, sont confirmés à leur poste. Il s'avère que d'autres ont moins bien fonctionné, soit parce qu'ils sont arrivés au bout d'un processus, parce que des textes ont été adoptés. Je pense peut-être à la loi Elan qui rénove le logement, qui rénove l'aménagement du numérique dans notre pays, avec des équipements, des promesses qui sont traduites. Julien de Normandie, il parlait en mois de janvier dernier d'équiper la France en 2020 de tous les territoires en 4G, en réseau bon débit, donc 8 mégabits seconde pour tout le territoire. Ça, c'est des avancées concrètes qui ont été traduites. Est-ce que les périmètres de certains ministères doivent évoluer? Probablement. Est-ce que ça appelle une réflexion globale par rapport à ce qui a été adopté, par rapport aux décrets qui devront être pris pour mettre en œuvre ces mesures-là? Très certainement. Et donc, par rapport à ça, on estime qu'on peut prendre un peu de temps et que ce temps-là n'est pas, encore une fois, préjudiciable. On a bien compris qu'on n'aurait pas de nom, c'est pas ce qu'on vous demande, mais est-ce que ce n'est pas quand même le signe qu'il y a un problème de casting, qu'aujourd'hui la Macronie n'attire plus? D'abord, vous savez que nous avons entrepris un renouvellement de la classe politique, et ma présence devant vous aujourd'hui en est un témoignage. Et donc, il nous faut aussi pouvoir faire dans le casting, regarder quelles sont les compétences de chacun, regarder quelles sont les appétences de chacun, regarder quelles sont les aspirations aussi d'autres. Vous avez vu que d'aucuns préfèrent des territoires, d'aucuns préfèrent les collectivités, et c'est à leur honneur. Ça donne une image de la République En Marche qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, ou en tout cas qu'on nous déniait, en disant qu'on avait peu d'intérêt pour le territoire, qu'on avait peu d'implantation locale, qu'on n'avait pas envie de s'impliquer dans ce qu'étaient finalement des collectivités. Alors, c'est pas qu'une image. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a dit dans le journal du dimanche qu'il a eu beaucoup de malentendus sur cette question des territoires. À nous de nous réconcilier avec les territoires. Il y a quand même un problème entre l'exécutif et les territoires. Moi, je crois que nous sommes la première génération qui expérimente le non-cumul des mandats. C'est sain. C'est sain parce que, d'abord, nous, en tant que parlementaires, on a beaucoup de temps pour accomplir le travail colossal qui est le nôtre pour accomplir les promesses. Par contre, c'est aussi une révolution pour les élus. Et vous avez de nombreux élus, et moi je le vois dans ma circonscription où j'ai 40 maires, où j'ai voilà, dans la Vienne, où il y a 3 communautés de communes ou communautés d'agglomération, où il y a un département qui est parmi les 10 départements les plus ruraux de France, où des personnes qui étaient élues avant et qui cumulaient des mandats, eh bien, elles se trouvent pleinement à leur tâche. Donc il y en a qui le réussissent, d'autres qui ne le réussissent pas parce qu'ils ont ce sentiment de vide. Mais en tout cas, il y a une révolution dans le quotidien des élus. Vous ne tenez pas de grandes villes ou de choses comme ça, comme le mouvement est très jeune. Et ça, dans le dialogue avec les Français, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Où sont nos députés? Qui sont-ils? Que font-ils? Où est la République En Marche? Les députés hors sol. Hein, il faut que je vous invite dans ma circonscription, parce que moi, je travaille avec de très nombreux élus. J'ai coutume de dire... mais vous l'entendez, cette critique, quand même? Je l'entends, mais pour le coup, pour ce qui concerne le travail, au moins pour mon département, je le dénie. Parce que j'ai coutume de dire que je travaille bien avec 37 des 38 maires de ma circonscription. Alors hier, Emmanuel Macron, lui, était à la station F, dans le 13e arrondissement de Paris, à la rencontre d'entrepreneurs. Il a été interpellé par l'un d'entre eux qui lui disait que le poids des charges sociales l'empêchait de recruter. Emmanuel Macron lui a répondu « L'URSSAF, c'est votre ami. C'est fini le pognon de dingue? On a changé de discours ?» Il y a un financement aujourd'hui, la protection sociale dans notre pays. Il y a un financement qu'on a rénové, il y a un financement qu'on a rééquipé pour que les droits, qui sont ceux des indépendants notamment, soient meilleurs. L'assurance chômage, le droit à la retraite, et on pourra en parler si vous le souhaitez avec la réforme des retraites que nous allons lancer. Mais en tout cas... On va y venir, mais reconnaissez qu'il y a un changement de discours de la part du président de la République. Autour de l'URSSAF, regardez, avant vous aviez le CFE, donc le Centre de formation des entreprises, l'URSSAF, le RSI, etc. Et
Et quand vous étiez indépendant et profession libérale, les gens que c'est quelque chose, j'étais avocat, vous cotisiez aussi à un ordre professionnel. Là, aujourd'hui, le but qui est le nôtre, il est que l'URSSAF agisse en tant que collecteur de tous les prélèvements sociaux. Et donc, l'URSSAF, il est là pour simplifier la vie des chefs d'entreprise, il est là pour rendre clair le système et pour, en plus de savoir à qui on doit, ce qu'on cotise, où ça va. Et ça, c'est en cela que des organismes comme l'État, qui collectent, eh bien, sont utiles aux chefs d'entreprise. Hier, plusieurs milliers de personnes défilaient à Paris à l'appel de 6 syndicats, 21 500 personnes à Paris, même selon un comptage indépendant du cabinet Occurrence, pour dénoncer la politique sociale de l'exécutif. Est-ce que ça vous interpelle quand même, ça, vous, élu de la République En Marche? On y est attentif. Cette demande de virage social. Mais vous voyez, le paradoxe, c'est qu'on nous a dit vous avez fait le virage social avec le plan pauvreté et le plan santé. Ce que je ne crois pas, parce que je pense que le virage social, ça fait depuis le début du quinquennat qu'il est entrepris. D'abord parce que la loi sur les ordonnances, sur le droit du travail, elle comporte des droits. Elle protège autant qu'elle libère. Le fait que vous soyez un salarié, vous savez à quelle sauce vous allez être mangé si vous allez au prud'homme. Donc, si vous savez le nombre d'indemnités qui seront, eh ben, ça vous protège parce que vous n'aurez pas le dumping du chef d'entreprise qui voudra vous licencier. Le fait que vous puissiez négocier vos conditions avec des syndicats qui sont forts dans l'entreprise, ça vous protège parce que vous pouvez avoir des conventions collectives qui sont davantage, qui créent davantage de droits. Le fait qu'on fasse la loi Avenir Professionnel qui protège encore parce qu'on dit face au chômage de masse qui est le fléau de notre pays, eh bien, vous allez pouvoir vous équiper, vous allez pouvoir transformer votre vie et tout au long de votre vie, vous auriez votre sac à dos social, parce que ça a été finalement l'image qui a été portée lorsqu'il y a eu ce débat sur la SNCF, le sac à dos social qui fait que vous serez protégé, vous aurez un fil de sécurité. On va parler de la réforme des retraites, vous en parliez il y a quelques minutes. Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire à la réforme des retraites, reçoit aujourd'hui les syndicats, début des consultations avec les partenaires sociaux. Elles devaient se terminer en décembre, ces consultations. Finalement, elles se termineront en mars, ce qui fait que le projet de loi ne pourra pas être adopté avant l'été. Est-ce que ce n'est pas une tactique politique pour repousser cette réforme après les européennes? Cette réforme des retraites, ça prouve bien que d'abord, il y a une consultation qui est faite. Une consultation qui fait remonter des constats que nous avions identifiés dès la campagne, en disant, si vous êtes passé dans le public puis dans le privé, et inversement, votre retraite n'est pas la même. Si vous avez été, par exemple, infirmière, et que vous êtes passé par un régime public, un régime privé, puis indépendant, votre retraite elle est illisible. Et donc ça, c'est un problème que nous allons traiter. À propos de lisibilité, quand on annonce, par exemple, que la retraite à 62 ans ne sera accessible à taux plein que si vous la prenez à 63 ans, comment est-ce que vous croyez que les gens interprètent ce genre de choses? C'est pas le président de la République qui avait dit il faut arrêter d'emmerder les retraités? J'ai envie de dire fake news, parce que c'est encore une fois une annonce qui ne figure pas dans notre projet à ce stade. Donc ça ne se fera pas, c'est pas vrai. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une concertation et quelle est l'annonce qu'on a faite? On a dit, la réforme, c'est la même chose que les pensions de réversion qu'on devrait supprimer. C'était faux. C'était faux, et je tiens à le dire parce qu'il y a des retraités qui m'interpellent sur le terrain en me disant vous allez supprimer la pension de réversion. Faux, on n'y touche pas. Qu'est-ce qui est vrai? On va faire un régime dans lequel 1 euro cotisé pour tous les régimes vaudra droit au même droit. 2, on ne touche pas au système de retraite pour les retraités qui sont déjà en situation de pension de retraite. 3, toutes les personnes qui sont à 5 ans de l'âge légal de départ de la retraite, donc toutes les personnes qui prendront leur retraite avant 2025, ne seront pas concernées. Pour celles qui la prendront entre 2025 et 2030, ce sera un régime transitoire. Et ensuite, effectivement, il y aura une réforme qui s'apparentera à ce qui a été fait en Suède, qui sera similaire à ce qui a été développé en Italie, pour que, quand vous avez 1 euro, quel que soit le passage que vous avez fait, public, privé, indépendant, même droit.